Chers internautes, bonjour. Laissez-moi vous emporter dans un récit qui dépasse l'entendement, celui d'un Sénégalais dont la vie entre le Maroc et le Sénégal fut ponctuée de rebondissements inattendus. Notre protagoniste, vivant au Maroc, entretenait une tradition biennale sacrée, retourné au Sénégal pour visiter sa famille. Orphelin de parents, il retrouvait là-bas 2 frères et 2 sœurs, mais c'est une visite chez sa tante et son cousin qui marquera un tournant décisif dans son existence. Considère-moi comme ton père, lui dit sa tante lors d'une de ses visites, invoquant une tradition sénégalaise profondément enracinée. Touché par ces mots et la précarité dans laquelle vivait cette partie de sa famille, il promit d'aider. Si tu retournes au Maroc, oublie-nous pas. Il faut nous envoyer de l'argent, lui rappela sa tante. Ton cousin, c'est comme ton frère. Emporté par un sentiment de devoir, il accepta, sans réaliser que cet engagement bouleverserait son monde. De retour au Maroc, sa vie prit une nouvelle direction lorsqu'il rencontra une Française sur Facebook. Leur relation évolua rapidement, et bientôt, elle l'invita à la rejoindre en France. « Pourquoi ne viendrais-tu pas en France ?» lui proposa-t-elle. Emporté par l'amour et l'aventure, il accepta sans se douter que cet acte déclencherait une série d'événements imprévus. Avant de partir, il décida d'envoyer un colis à son cousin au Sénégal, un geste de générosité qui semblait anodin. « Je vais t'envoyer mes vêtements, mes chaussures, et même mes chaussettes, lui dit-il au téléphone. « Vraiment ? Oh, merci beaucoup. Tu es le meilleur, répondit son cousin, une joie non dissimulée dans sa voix. Mais derrière cette gratitude se cachait une intention obscure. Arrivé en France, notre homme se lança dans une nouvelle vie avec sa compagne. L'amour était au rendez-vous, mais il ne put s'empêcher de continuer à soutenir financièrement sa tante et son cousin, délaissant sans le vouloir ses frères et sœurs. Un jour, le téléphone sonna. C'était son cousin. « Frère, je dois venir en France, et c'est toi qui vas m'emmener, dit-il avec un sérieux qui prit notre protagoniste au dépourvu. Mais, tu rigoles ? Comment veux-tu que je fasse ça ? Répondit-il, mi-amusé, mi-inquiet. Non, je suis sérieux. Tu dois m'aider à venir. Cet appel marqua le début d'une série d'événements qui allaient tester les liens familiaux, la confiance et l'amour. Notre protagoniste, guidé par un sens du devoir et de la famille, s'apprêtait à traverser une épreuve qui allait changer sa vie à jamais. Dans le calme de son foyer au Maroc, notre protagoniste ne pouvait prévoir l'ouragan qui s'apprêtait à déferler sur sa vie. Je pensais qu'il plaisantait, réfléchit-il, revenant sur le moment où son cousin lui avait annoncé son désir de venir en France. Il n'est pas sérieux, pensa-t-il, écartant les avertissements de son cousin comme de simples boutades. 2 mois plus tard, un appel allait bouleverser cette tranquillité illusoire. Cousin, le moment de venir en France est venu, et tu vas m'aider, insista son cousin avec une fermeté qui ne laissait place à aucune réplique. La décision fut prise dans un élan d'impulsivité. D'accord, je vais t'envoyer mes papiers. On se ressemble, après tout. L'arrivée de son cousin en France fut marquée par un cadeau singulier de leur tante, une bouteille censée le protéger du mauvais œil. C'est pour ton bien, lui assura son cousin dès leur retrouvailles à l'aéroport. L'atmosphère était empreinte d'une étrange tension, dissimulée derrière les banalités échangées sur le chemin du retour. La situation prit un tournant surréaliste cette nuit-là. Réveillé par une force obscure, notre protagoniste se retrouva nu, courant dans les rues du village, son esprit embrouillé par une confusion indescriptible. Si c'était à Paris, je serais à la une du jour, non, tenta-t-il de plaisanter, une fois rattrapé par sa compagne, essayant de dissimuler sa détresse derrière l'humour. Mais le cousin ne partageait pas cette détresse. Au contraire, il semblait se délecter de la situation. « Regarde-le, il est devenu fou », ricana-t-il, exacerbant le sentiment d'isolement et de honte de notre homme. Malgré cet épisode humiliant, notre protagoniste tenta de renouer avec son cousin à travers la préparation du tchébou-djen, un plat traditionnel sénégalais. Peut-être qu'il a envie de ça, de se rappeler le goût de la maison, espérait-il en cherchant des recettes sur Internet, un geste de conciliation qui se heurta à l'incompréhension et à la moquerie de son cousin. « Pourquoi tu mets de l'eau dans le plat ?» s'interrogea-t-il face à l'étrange pratique de son cousin visant à se prémunir contre le maraboutage.
Ce cycle de malentendus et de moqueries continua, creusant un fossé entre les deux hommes. Notre protagoniste se retrouvait de plus en plus isolé, tiraillé entre son désir d'aider son cousin et son incapacité à comprendre ou à accepter ses comportements. Alors que la vie en France prenait son cours, une scène apparemment anodine à la maison souligna l'abîme grandissant entre notre protagoniste et son cousin. En préparant le tchiboujen, un geste d'ouverture et de partage, notre homme fut confronté à une étrange coutume de son cousin. « Pourquoi tu ajoutes de l'eau dans le riz ?» demanda-t-il, intrigué par ce geste qui lui semblait dénaturer le plat. « Tu sais, cousin, si tu crains le maraboutage, il faut toujours mettre de l'eau sur le repas, » expliqua le cousin avec une assurance qui confondit davantage notre protagoniste. « Mais c'est absurde, tu es con ou quoi ?» répliqua-t-il, l'irritation perçant dans sa voix. Ce dialogue révélait non seulement un fossé culturel mais aussi un manque de compréhension mutuelle qui les séparait. Le quotidien se poursuivait, marqué par une tension latente et des incompréhensions. « Je ne le comprends pas », se disait notre homme, cherchant un moment de répit dans son quotidien chamboulé. Cependant, une décision impulsive allait l'éloigner encore plus de sa famille restée au Sénégal. Au lieu de rentrer au pays comme il en avait l'habitude tous les 2 ans, il décida de partir au Maroc, laissant derrière lui son cousin et les souvenirs douloureux qu'il incarnait. « Je vais au Maroc », annonça-t-il à sa compagne, qui refusa de l'accompagner. « Reste ici, moi je pars », conclut-il, marquant ainsi une rupture symbolique avec sa vie en France, perturbée par la présence de son cousin. Loin de France, une intuition sombre le poussa à contacter sa compagne. « Comment ça va ? Et la famille, tout va bien ?» demanda-t-il lors d'un appel, hanté par un pressentiment. Ce pressentiment se transforma en une jalousie corrosive, le conduisant à confronter son cousin au téléphone. « Arrête ce que tu fais avec ma copine », l'accusa-t-il, sans preuve mais convaincu de leur trahison. De retour en France, sans prévenir, il fut confronté à une réalité qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Derrière la maison, un mouchoir jeté, contenant un préservatif, devint le symbole de la trahison ultime. « Je suis de retour. Je sais que tu couches avec mon cousin », confronta-t-il sa compagne, son cœur lourd de douleur et de colère. L'expulsion de son cousin de leur domicile fut son dernier acte de désespoir, une tentative de reprendre le contrôle sur une vie qui semblait lui échapper. La solitude s'installa rapidement après le départ de son cousin. « Et voilà, elle m'a quitté aussi », confia-t-il, le cœur lourd, à la seule présence qui lui restait, le silence de sa demeure désormais vide. La femme qu'il aimait, celle pour laquelle il avait traversé des continents, avait choisi de le quitter, laissant derrière elle un vide immense. Le coup de grâce vint lorsque son cousin, loin de partager son désarroi, lui annonça sa nouvelle vie. « Je me suis marié, et j'ai un enfant maintenant », se vantait-il au téléphone, comme pour narguer notre homme de son bonheur familial, lui qui se retrouvait seul, abandonné par ceux qu'il avait aimés. « Tu as échoué », lui lança son cousin avec cruauté. « C'est toi qui m'as amené en France, mais regarde-toi maintenant, seul, sans rien ni personne. Moi, au contraire, j'ai réussi. » Ces mots résonnaient dans l'esprit de notre protagoniste, le confrontant à l'amère réalité de sa situation. Il avait tout sacrifié pour aider son cousin, et maintenant, il se retrouvait seul, sans famille, sans amour, sans attache. « Comment puis-je rattraper les erreurs que j'ai commises ?» se demandait-il, cherchant désespérément une voie vers la réconciliation avec ses frères et sœurs, qu'il avait négligés pendant si longtemps. La peur du rejet l'empêchait de franchir le pas, de prendre ce téléphone et d'appeler ceux qui l'avaient abandonné. « Dois-je leur dire que j'ai été marabouté, que ce n'était pas de ma faute ?» réfléchissait-il, espérant que cette explication, aussi incroyable qu'elle puisse paraître, lui permettrait de regagner leur confiance et leur amour. Mais s'ils ne me pardonnent pas ? S'ils me rejettent, me disant que je les ai abandonnés ? Ces questions tournaient en boucle dans son esprit, le paralysant, l'empêchant de faire le premier pas vers la réparation de ses liens brisés. Notre protagoniste se retrouvait à la croisée des chemins, conscient de la lourde responsabilité qui pesait sur ses épaules en tant qu'aîné, celui qui était censé veiller sur sa famille après la disparition de leurs parents. « C'est à moi d'aider mes frères et sœurs », se rappelait-il, une lueur de détermination perçant enfin le voile de son désespoir.
Dans cette histoire, nous avons exploré les profondeurs de la trahison familiale, les dilemmes moraux et la quête de rédemption d'un homme déchiré entre deux cultures, deux familles, et ses propres erreurs. Notre protagoniste, confronté à la solitude et au poids de ses choix passés, cherche désormais un chemin vers la réconciliation et le pardon. Si vous avez des conseils à offrir à cet homme perdu, n'hésitez pas à partager. Concluons-nous, invitant les auditeurs à réfléchir sur la complexité des relations humaines et la possibilité du pardon. C'est ainsi que se termine notre récit d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et de ceux qui vous sont chers. Finissons-nous, avant de prendre une dernière gorgée de notre tasse de café, symbole de notre quotidienne communion avec vous, chers auditeurs, dans le partage de ces histoires extraordinaires.